Salut tout le monde, on se retrouve pour le dernier setting des mondes d'aventure et on va parler de Razor in the Apple, le rasoir dans la pomme, qui, comme je le disais, c'est une section de setting qui diffère encore de tous les autres. Alors du coup, en quoi ça consiste concrètement? Razor in the Apple, c'est simple. C'est la perspective de setting où tu peux jouer un peu dans une ambiance de film pour enfants, genre Stranger Things un peu, c'est-à-dire un groupe d'enfants, avec l'idée des films dans les années 70, 80, 90, et ça peut retoucher à plein de registres, c'est-à-dire par exemple un peu comme E.T., où tu découvres un extraterrestre et tu es en contact avec un monde auquel tu n'es pas habitué, que tu vas faire face à des adultes qui aura du mal à te prendre au sérieux ou à te croire, avec des enfants aînés où en fait plus tu vas grand, plus ils vont avoir des frères ou des sœurs aînés qui ont à la fois un pied un peu dans l'innocence de l'enfance, mais aussi l'approche du monde adulte seront entre les deux. Vous aurez la possibilité de prendre des archétypes que vous avez l'habitude de voir dans les trucs pour enfants, le petit nerd, le bully, le gars qui est courageux, l'enfant qui est à part parce qu'il est un peu bizarre, etc., etc. Tout en sachant que ça va venir toucher différents registres, c'est-à-dire que la découverte d'une créature différente, aller dans un autre monde, ou encore d'être dans un monde où on va dire de fantaisie, mais qui a une structure bien particulière. Donc on dit, je dis années 80-90, mais 2000 aussi c'est pris en compte, puisque par exemple faire une espèce de Harry Potter, c'est possible, je crois que c'est une des références d'ailleurs. Tu veux faire un truc d'horreur où il y a une créature qui sévit, ben, c'est tout à fait plausible. Et puis en plus de ça, tu as des mécaniques du style, en fonction de points que tu accumules, ben, tu peux déclencher certains effets ou certaines actions, etc., etc. Que quand ton personnage disparaît, ben, peut-être que ton personnage meurt, il peut mourir, ben, ou qu'il disparaît, ben, que par exemple il est remplacé par un frère, par un cousin, par un meilleur ami, auquel les joueurs ne connaissaient pas l'existence, et que le joueur qui a perdu le personnage puisse reprendre avec ce personnage-là et continuer l'intrigue. En fait, le format le setting a plusieurs formats qu'il te propose, plusieurs archétypes, plusieurs codifications, et te permet de faire jouer. Là, il n'y a pas de oui, on te propose un monde en particulier, c'est plutôt tu prends cette structure-là, c'est des trucs pour enfants, avec les trucs que tu pouvais voir, les trucs horrifiques, être dans un dispositif spécial, dans un truc tellement extraordinaire qu'ils ne peuvent pas le partager avec les adultes, et que les adultes, c'est une forme d'antagonisme en quelque part, ils te rendent pas forcément la chose facile, ils ne te croient pas, et au travers de tout ça, en fait, il y a pas mal de propositions qui sont faites. Les perturbations, je regarde différents trucs, par exemple il y a les trucs de chasse au trésor, les maisons hantées, donc voilà, toutes ces choses-là, c'est vraiment à destination des personnes qui veulent jouer dans cet esprit un peu, voilà, on va le dire, bon enfant, etc., etc. Et au travers des différentes évolutions, certaines règles spéciales sont mises en place pour pouvoir gérer tout ça. Donc, le problème, c'est que je pense que là, j'ai décrit l'intégralité de ce qui est faisable ou ce que vous allez pouvoir utiliser pour ce setting, mais il n'y a pas de proposition. Ou plutôt, il y a des propositions, mais il n'y a pas de proposition détaillée. C'est vraiment un groupe de règles, un noyau de règles, pour pouvoir gérer certaines choses, et que ça te permet de créer un cadre dans cette ambiance-là. Alors la question c'est, est-ce que c'est bien fait? Oui, c'est bien fait. Je trouve que c'est très très bien fait. Les settings qui sont donnés, bah, tu ne vas pas jouer des personnages qui seront forcément si haut niveau que ça. Je crois que c'est verrouillé à un certain niveau. Donc, franchement, au niveau de la proposition qui va possiblement être faite, il y a moyen de pouvoir retirer une aventure intéressante de tout ça. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux dire d'autre?
La vérité, c'est que là, je suis obligé de partir dans le domaine du personnel. Vous savez, les séries ou les films pour enfants avec l'esprit des années 80, 90, 2000, d'enfants qui sont incrédules ou des choses comme ça, c'est un truc qui me saoulait plutôt vite quand j'étais enfant et qui me saoule encore maintenant. C'est pour ça que quand Stranger Things est sorti, j'ai dit c'est de la nostalgie par rapport aux années 80, c'est pas un truc qui va m'intéresser, les intrigues ne vont pas m'intéresser, les personnages non plus, je ne vais pas y aller. C'est un noyau de tout un esprit de fonctionnement qui fait que je ne vais pas aller vers ça. Et en jeu de rôle, il y a encore moins de chances que j'aille dans ce truc-là. Pour autant, en regardant les règles, je vois que ce qui est proposé, j'arrive à facilement voir en quoi ça peut faire un appel d'offres pour pouvoir raconter des histoires. Alors il existe probablement des jeux, et je sais qu'il y en a qui permettent de tourner autour de ça, mais des fois il y a des gens, ils ne veulent pas du narratif ou de l'ultra-narratif ou des scores qui sont prétextes à raconter une notion d'histoire élaborée avec une posture narrative. Des fois, il y a des jeux qui ont besoin de notions tangibles et leur interprétation, en fonction des degrés ou de l'approche qui va être faite, va permettre de raconter ce qui va s'y passer. Et du coup, Rezo in the Apple fait écho à cette partie-là, donc la seconde partie, pas la première, pour pouvoir faire des aventures dans ce registre-là. Et il le fait bien. Donc voilà. C'est ainsi que je vais conclure officiellement les mondes d'aventure. Malheureusement, Rezo in the Apple, je vous ai déjà presque tout dit. Le reste, c'est vraiment du détail qui va vous demander de regarder les choses à la loupe. Donc, est-ce que je vais faire comment dire ça? Est-ce que je vais faire un top? Vous savez quoi? Il y a 5 settings, donc je vais faire un top. Donc, en numéro 5, je vais mettre The Blood Throne, qui est vraiment insignifiant, inintéressant. Ensuite, Rezo in the Apple à cause de mon problème de compatibilité avec, évidemment. Ensuite, en numéro 3, Agent of Oblivion, parce que ce n'est pas mon registre, mais j'ai quand même de la curiosité par rapport à ça, et foncièrement, il n'est pas mauvais. Voilà, le truc des armes à feu, des noms d'armes à feu, c'est avec ce truc qui est problématique, mais on peut facilement passer outre. Ensuite, The Land of the Crane. Il est en deuxième parce que franchement, entre la perspective de ce que raconte The Land of the Crane et aussi les différentes perspectives qu'il y a pour le numéro 1 qui est forcément Nevermore, très clairement, je suis plus attiré par Nevermore, par Land of the Crane. Tout en sachant que Land of the Crane, je vois très bien à quel point en fait il y a moyen de raconter des histoires qui sont pas mal là-dessus. Et le pire, c'est que je trouve que les Japonais, en fait le côté féodal français et japonais, il y a quand même des passerelles communes. Et le fait de regarder des fiefs, différents endroits, différentes intrigues, c'est juste que les Japonais, par leur soft power, ont plus réussi à mettre en avant leur culture que les Français sur l'aspect féodal. Mais en vrai, il y a moyen de s'inspirer d'un monde où on arrive à utiliser un petit peu, même si c'est des choses qui ont été magnifiées par les fictions, de faire un monde entier, et c'était d'ailleurs une de mes idées, de faire un monde entier où en fait on arrive à montrer, même si c'est par des procédés ou des inspirations d'une fiction et des éléments positifs, de différents mondes. Ça me fait beaucoup penser à l'écriture un peu de Warhammer 40 000 de différentes factions. À aucun moment donné dans la présentation des factions, on vient rabaisser une faction. Toutes les factions sont racontées de façon à ce que te montre le meilleur, ce qu'ils font, à quel point ils développent certaines choses, leur idéologie ou des choses comme ça. Et c'est une façon d'écrire qui est particulière. Donc il y a vraiment moyen de s'inspirer de Land of the Crane pour faire quelque chose de bien. Et j'ai pensé à ça, mais c'est pas quelque chose que j'arriverai à jouer dans l'immédiat. Donc du coup, j'ai mis ça de côté.
Et il faudrait aussi que je me mette à jouer à Land of the Kreen à un moment donné. Ça, c'est sûr. Voilà. Alors, c'est tout. C'était Les Mondes d'Aventure pour True 20. Il reste encore d'autres livres de la gamme que je vais présenter, évidemment. Je vous dis à la prochaine fois pour d'autres vidéos. Si vous avez besoin de questions ou vous voulez que je traite certains aspects des settings des mondes d'aventure, je suis prêt à le faire. Mais en attendant, je pense que j'ai quelques idées ça et là de choses que je pourrais montrer autour de True 20 parce que évidemment c'est pas dit que ça intéresse tout le monde, mais je trouve que cette gamme a quelque chose de très intéressant. C'est un peu particulier d'avoir la perspective de parler d'un jeu que les gens ne connaissent pas ou qui n'ont pas forcément envie de découvrir d'autres jeux, à part ce qui est évidemment mainstream. Mais je pense toujours qu'il y a toujours moyen que des gens trouvent chaussures à son pied avec des gammes qui sont déjà sorties, qui ont déjà leur propre spécificité. La preuve, je continue encore de découvrir des jeux qui sont intéressants et qui parfois ont des propositions qui peuvent vraiment faire la différence d'un jeu à l'autre alors qu'ils ont à peu près la même architecture de système. Je vous dis à la prochaine fois, amusez-vous bien, salut à tous.